Et c'est vous, Bertrand Sibos. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes expert en recherche sous-marine, fondateur du CRS, Recherche et Expertise sous-marine. On le voyait à l'instant dans le reportage de nos confrères de France Télévisions. L'Atlante et son robot Victor 6000 sont arrivés sur la zone de recherche il y a quelques heures maintenant. Qu'est-ce que ça peut changer à ces opérations de recherche? Est-ce que ça peut vraiment aider, vu le temps qui s'est écoulé depuis la disparition du navire? Bonjour. Oui, l'Atalante est arrivée sur site, mais d'ailleurs, il y a un autre robot équivalent à celui de l'Atalante qui, à mon avis, doit être en train de toucher le fond au moment où je vous parle. Ce qui fait qu'il va y avoir plusieurs robots qui vont être capables de rechercher. Ces robots sont équipés de sonar et vont pouvoir détecter peut-être le sous-marin, et en tout cas, s'ils le détectent, ils vont pouvoir aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Comme je le rappelle depuis plusieurs jours maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc peut-être qu'il y a encore des gens vivants dans ce sous-marin, c'est ce qu'on espère, puisqu'il y avait 96 heures d'autonomie, on va plutôt dire entre 100 heures et 70 heures. Euh, Si le submersible est en bon état, vous vous doutez bien que si jamais il y a eu un défaut structurel et qu'il a implosé, dans ces cas-là, il n'y a plus aucun espoir. Et les travaux de recherche et de renflouement vont prendre plus de temps puisque c'est extrêmement compliqué. Vous dites si le sous-marin est en bon état, on sait que une plainte ou en tout cas des critiques entourent la construction de ce submersible, notamment concernant le hublot avant. C'est un ancien cadre, un ancien cadre de Shanghai qui a été licencié en 2018, qui communique sur ses doutes. Visiblement, la vitre n'était pas en mesure de résister à la pression à 4000 mètres sous l'eau. Alors, pour ce qui est du hublot, c'est clair qu'il était homologué à 1200 mètres, si j'ai bonne mémoire, ce C'est qui est ça. quand même une énorme différence, puisque pour vous donner une idée, il y a deux roves qui étaient homologués pour 3000 mètres, qui sont partis avant-hier, et qui, arrivés au fond, ont implosé. Donc, et ont été détruits. Mais par contre, il y a effectivement une polémique qui est en train de naître, pas forcément autour du hublot, mais sur la structure globale du sous-marin, puisque j'ai eu des informations cette nuit en provenance directe des États-Unis, où il y a vraiment une grosse enquête qui est en cours et des gens qui se manifestent pour dire que ce truc-là n'était pas vraiment très très fiable en fait. Mmh. Pour vous qui êtes expert en recherche sous-marine, est-ce que ce voyage, si on peut l'appeler ainsi, vous paraissait raisonnable vu tous les éléments qu'on est en train de découvrir? Euh, Absolument pas. Si vous voulez une image, il y a des gens qui ont payé 235 000 euros pour aller au fond de la mer dans cet appareil. Moi, vous m'auriez donné 235 000 euros pour y aller que j'y serais pas allé. C'est à mon avis pas fiable. C'est un truc qui a été construit, imaginé pour faire des expéditions Il faut touristiques. rappeler à bord du submersible, il y a quand même le fondateur, celui qui est à l'origine de ce projet, qui lui aussi fait partie des 5 personnes portées disparues. Oui, oui, bien entendu, c'est les 2 seules personnes qui peuvent encore, qui pouvaient avoir, des réflexes à peu près intelligents en cas de pépin. C'était ce monsieur-là que je ne connais pas, mais surtout, Paul-Henri Nargeolet, qui est un officier de marine, français, connu, respecté et que je connaissais très, très bien, malheureusement. Les 3 autres étant des touristes, donc on peut imaginer qu'ils ont paniqué et qu'ils ont vécu des moments terribles, je crois. Vous parlez au passé, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous pensez qu'ils ne sont plus en vie au moment où l'on se parle? Ouais, j'en ai bien peur, mais j'ai bien peur que c'est le cas depuis déjà plusieurs heures, hein. Au minimum plusieurs heures, je pense. Mais bon, faut toujours garder un peu d'espoir, hein. Donc, il y a quelque part de moi qui est réaliste, mais il y a une grosse, grosse partie qui est quand même pessimiste, en fait. L'espoir qui a quand même été relancé ces dernières heures, en tout cas hier, depuis que des sons de cognement, c'est comme ça qu'on les appelle, ont été interceptés par des Canadiens, des sons émis toutes les 30 minutes. C'est l'intervalle régulier qui faisait penser que les sons étaient émis par l'homme. Est-ce que vous, ça a provoqué un peu d'espoir en vous quand vous avez entendu la nouvelle? Oui, oui, au début, mais quand on analyse bien les choses, on sait que les fonds marins regorgent de vie et donc que des sons, même réguliers, peuvent être émis par des animaux marins, que le fond en lui-même bouge et en conséquence qu'il peut y avoir des bruits qui sont émis par le fond, parce que les capteurs sont extrêmement sensibles et que
le son se propage extrêmement bien et rapidement dans l'eau, mais ça peut être également émis par l'épave en elle-même, hein, qui se disloque au fur et à mesure des temps. Et en dernier lieu, ce que j'ai dit, c'est avec quoi vous voulez que ces sons soient faits, puisque c'est une coque en carbone et qu'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas un outil. Enfin, je ne sais pas avec quoi ils auraient pu taper sur la coque. Et si jamais ils avaient dû taper sur la coque, j'imagine que Paul-Henri Dargelet aurait fait un signal reconnaissable de 3 points, 3 traits, 3 points, qui sont reconnaissables par tous les marins du monde et qui, sans aucun doute, auraient permis de l'identifier. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'on ne retrouve pas Titan? On parlait juste en début d'interview de ces robots qui vont pouvoir plonger et aller au plus profond possible, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici. Est-ce que vous pensez que c'est une option possible, ça qu'on ne retrouve jamais et qu'on ne sache jamais ce qui s'est passé finalement? Alors oui, ça fait partie des possibilités, parce qu'il faut savoir que lorsque le sous-marin a perdu le contact, hein, il n'était pas encore arrivé au fond, il était dans sa période de descente. Par contre, bon, il était donc en flottabilité dite négative. Il descendait doucement, mais on peut imaginer qu'il ait coulé et touché le fond. Et dans ces cas-là, je pense qu'on va le retrouver. Avec des moyens, avec du temps, peut-être, on va le retrouver. Le pire scénario serait qu'il soit entre deux eaux pendant un certain temps et qu'il dérive entre deux eaux avec les courants qui sont assez, pas violents, mais qui sont assez efficients dans cette région du monde, avec notamment le Gulf Stream, et qu'il dérive ainsi pendant des milles et qu'on les retrouve peut-être jamais ou échouer sur une plage un jour, à moins qu'il n'ait été en surface, hein, comme on le dit depuis le début, comme on l'espère depuis le début, puisqu'il y avait beaucoup de brouillard sur zone. Mais vu la couverture aérienne qu'on a eue, j'ai des doutes, hein. Merci beaucoup Bertrand Sibose, merci d'avoir été notre invité.